Au sommaire cette semaine, du football, du handball bien sûr, mais également de la lutte, du cross-country, du tennis de table et du judo. Nos deux premiers invités, il est déjà là, Mustapha Dib, bonsoir. Bonsoir. Pour le comité régional de lutte, il est conseiller technique régional sportif et puis également animateur du Nîmes Lutte avec un bel événement. C'était samedi au Parnasse. Et à ses côtés, Jean-Marc Balouka, président du comité départemental gardois, bien sûr, de judo. Et on va démarrer avec vous, Jean-Marc. Merci pour ce kimono. Bon, il est un peu large pour moi, mais bon, je vais reprendre le sport, c'est clair. Et samedi, non, c'était dimanche. Dimanche, il y avait ce championnat de France cadet avec ses demi-finales qui se déroulaient à Nîmes. On va lancer les images de Nicolas Pinchino avec beaucoup de compétiteurs sur les tatamis. Qui étaient donc ces compétiteurs venus de toute la France, venus d'une partie de la France? Toute la France. Toute la France, et là on voit des jeunes filles. Hein. Le matin c'était plutôt les garçons et l'après-midi c'était plutôt les filles. Et on est passé vous voir l'après-midi, voilà, avec Yuko, c'est comme ça qu'on dit? Oui, là il y a Yuko, il aurait pu monter un peu plus haut. Il aurait pu monter un peu plus haut. C'est ce que je me suis dit en voyant l'image, mais bon. Il était un peu dur. Mais ils sont souvent plus généreux dans les grandes compétitions internationales que dans les petites, les arbitres. C'est quelque chose que je ne me suis jamais vraiment expliqué. Alors, beaucoup de compétiteurs, en vérité, ce n'est pas tout à fait les mêmes règlements. Ah, des fois, ça pose même des problèmes de compréhension pour les spectateurs, parce qu'ils ne comprennent pas que lorsqu'on va par exemple au tournoi de Paris et qu'on regarde une compétition départementale, régionale ou même... Là, il y aurait 8 ponts, là. Non, au hasard, enfin, en dessous du 8 ponts, la valeur en dessous du 8 ponds. Bon, il était un peu en dessous, en dessous en valeur, mais il ne faut pas critiquer les arbitres parce que ça va très vite. Non, c'est pas une critique, c'est une question de... Et c'est vrai que parfois on est un peu plus dur que ce qu'on devrait être sur certaines valeurs, mais c'est comme ça. Il faut être juste, il faut être... alors, toutes ces jeunes filles, il y avait combien de monde alors? Oui, on avait à peu près 400 compétiteurs qui venaient chercher une qualification pour le nouveau système des championnats de France, Coupe de France et Critérium de France cadet. Parce qu'ils la fédération a décidé de faire trois catégories en fonction de la place du compétiteur, de façon à ce qu'il y ait plus de sélectionnés pour le France, quoi. Il y a 3 compétitions derrière celle-là. Les championnats de France pour les premiers. Pourquoi Nîmes? La Coupe de France pour les... pourquoi Nîmes? Parce que Nîmes a une salle extraordinaire avec le Parnasse, avec une configuration type championnat de France sur Paris. C'est exactement la même configuration que ce qui se fait à l'Institut national du judo à Paris. Et 8 surfaces de combat et une salle d'échauffement. Bon, on a vraiment l'une des plus belles salles de France et le tournoi de Nîmes en est la preuve puisqu'il est classé parmi les 2 plus beaux tournois actuellement dans l'Hexagone. Les résultats de mes amis gardoises et gardois? On a un premier et une première. Premier, on a mademoiselle Cerezuela Marion du judo club de l'Avonage en plus de 70 kilos. On a raté mais de peu. Ouais, et chez les garçons en moins de 73, on a Rand Antoine du judo club de Lodin qui fait premier. Bon, après on a des places de 2 avec Fusier Bastien de Lodin aussi. Et des places de 3e avec Fagès Mélanie de la Gare de Ninck en plus de 70 et en moins de 44, Rod Bernard Marie qui fait 3e du judo club de Jonquière. Mais ça a été une belle compétition avec pas mal de monde. Là, c'est la fin de la compétition. Alors, il y a un peu moins de monde dans le public parce qu'il y avait malheureusement pour nous en face le salon des animaux qui nous a pompé pas mal de spectateurs en vérité. Mais la compétition a été magnifique et il y a eu du très beau judo avec, je pense, les futurs champions qui sont tous passés par là à un moment donné, que ce soit Monsieur David Douillet, Marie-Claire Restou, Jamel Bourraz dont on parlait, ou Larbi Ben Boudaoud. Ils ont été de grands champions qui ont tous été de grands champions. Ils sont tous passés cadets. Et le championnat cadet, c'est l'ouverture. Ce sont en général des jeunes qui sont déjà, enfin, pour les futurs champions, en général, en structure Pôle Espoir, puisque nous avons la chance d'avoir un Pôle Espoir à Montpellier, avec comme entraîneur une gardoise que vous connaissez, qui est Véronique Claude. Et ensuite, ils passent en Pôle France, en junior. Et si le cheminement se fait jusqu'au bout, c'est l'INEF et l'INSEP et équipe de France, mais malheureusement, il n'y en a qu'un seul en haut. Hein, donc, il faut être très bon. On est 550 000, donc la pyramide en haut, l'entonnoir est très serré. Elle est serrée, mais on peut le faire. Je veux dire, signe des bons résultats du judo français.
Ouais, c'est un des sports qui ramène le plus de médailles aux Jeux Olympiques, il ne faut pas l'oublier. Bon, on est au niveau du Japon, hein, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a un truc très important qui s'est passé avec la modification de l'URSS, c'est qu'avant, l'URSS n'envoyait qu'un compétiteur. Mais maintenant, avec tous les pays qui ont éclaté dans la CEI, il y a un compétiteur par pays, et donc il faut toujours rester au-dessus de ces compétiteurs. Et bien en plus, avec Jean-Marc Balouka, on a un cours de géopolitique, ben oui, et ça fait pas de mal. Mustapha, le judo, c'est une discipline sœur, c'est comment dire, des concurrents dans la sélection des jeunes. Comment ça se passe entre vous? Moi, je pense qu'on est un peu différent dans la manière de voir les choses. Effectivement, nous, on est un sport un petit peu élitiste, c'est-à-dire beaucoup de compétiteurs. On a eu du mal à se développer en termes de pratiquants, puisqu'on est entre 15 et 20 000 licenciés en France. On est énormément investi dans le milieu scolaire, dans les programmes scolaires par exemple, mais effectivement on est sur un travail qui doit payer, puisque bon, à l'époque le judo faisait partie de la lutte il y a très longtemps. Et effectivement, eux, ils ont su se développer, à nous aussi de les suivre. Mais je rappelle qu'on est vraiment basé sur l'élite. On parlait des résultats aux Jeux Olympiques. La lutte, on a la chance d'être olympique d'une part, et d'autre part de faire des médailles vitrine de notre discipline. On verra tout à l'heure des médaillés complètement olympiques. Merci Jean-Marc Balouka. La prochaine grande compétition, c'est quand, c'est quoi? Alors, la prochaine compétition, c'est la semaine prochaine, mais ça concerne plus les enfants, c'est les minimes et les benjamins au Vigan. Et le 8 mai, par contre, là, il y a une grande compétition régionale qui est organisée à Vauvert. Pardon. C'est la finale du Grand Prix régional qui regroupe les compétiteurs de minimes à vétérans. Toutes catégories de ceinture confondues. Catégories et pratiquement tous les âges. Ouais, c'est l'ouverture à tout le monde. C'est la preuve qu'on peut faire du judo à tous les âges, et comme la lutte d'ailleurs, hein, qu'on peut faire à tous les âges, à condition de respecter certaines conditions de vie et d'avoir un certificat médical qui nous déclare apte à la pratique du sport en compétition. C'est clair. Voilà, ils sont également aptes à la compétition au sport. Ce sont les handicapés qui se sont retrouvés à Aigues-Vives samedi pour le championnat de France de cross-country. On vous l'a présenté lundi dernier sur ce plateau de Miroir des Sports. Et c'est Nicolas Pinchinou avec Guillaume Vutrouet qui s'est rendu à Aigues-Vives samedi matin. L'important, c'est de participer. Cette formule célèbre du baron de Coubertin avait pris tout son sens ce dimanche à Aigues-Vives lors des championnats de France en sport adapté de cross-country. Le sport adapté, qui concerne une vingtaine de disciplines, a obtenu en 2009 une reconnaissance du haut niveau pour l'athlétisme, la natation, le tennis de table, le basketball et le football. On est sur un championnat de France de cross sport adapté. Donc là, on a démarré les courses à 10h30 ce matin, la première course 1000 mètres. Et tout au cours de la journée, il y a 3 courses de 2000. Là, je pense qu'on a démarré la 3000 mètres, je pense, des 4000 et jusqu'à 6000 mètres. Il y a 3 divisions. Donc qui correspond à des niveaux différents. Donc en première division, on retrouve des très bons sportifs dans les meilleurs sportifs. Donc eux, c'est ceux qui courent les plus grandes distances, hein, évidemment. Et puis on a deuxième division et troisième division avec des personnes un peu plus en difficulté, donc des distances plus adaptées. On est presque à 600 avec les éducateurs, les accompagnateurs, plus 800 si on compte tous les bénévoles et les associations d'Aigues-Vives qui sont venues donner un coup de main. Par rapport au sport adapté, justement, vous avez choisi le cross-country, il y a d'autres épreuves aussi Il y a, oui, évidemment, toutes les disciplines, il y a énormément de disciplines sportives. Elles n'ont pas toutes un championnat de France, mais je vais dire une quinzaine, pas sûr du chiffre, mais à peu près. Donc il y a 15 championnats de France sur différentes disciplines qui vont, en ce moment, il y a le ski, en week-end, ce week-end-ci, il y a aussi le championnat de France de ski, alpin et nordique. Autrement, évidemment, toutes les disciplines individuelles, collectives. En octobre, à Montpellier, ce seront les championnats de France de natation en sport adapté qui seront organisés. On a doté les dates. On enchaîne avec le football et la 28e journée de Ligue 2. C'était vendredi soir au Costières à Nîmes. Nîmes Olympique recevait Châteauroux. La Berrichonne, très mal classée. La Berrichonne de Jean-Pierre Papin, 18e. Les Nîmois avaient l'opportunité de marquer les 3 points qui leur manquent pour l'assurer mathématiquement leur maintien. Occasion ratée et ratée avec la manière puisque les Nîmois ont perdu 4 buts à 1, rien que ça, et en plus ont reçu une bronca
du public. Résumé ma chaîne sport. 28e journée de Ligue 2 au Stade des Costières avec un petit rictus, un petit sourire pour Jean-Michel Cavalli qui contraste avec le masque de Jean-Pierre Papin qui nous a dit « Je vais verrouiller dans cette rencontre » et pourtant, à la 8e minute, contre toute attente, c'est Rudy Haddad qui vient placer une superbe frappe. Oui, ça a été le détonateur dans ce match. Il a ouvert le score et après a été vraiment extraordinaire. Dembélé Voilà. avec ce contrôle dos au but, Rudy Haddad, ça passe sous les flancs de Nicolas Puy-de-Bois. La réponse des Nîmois, elle ne tarde pas, avec une erreur notamment, bien aidé par Marc Giraudon. Cette passe au gardien, eh bien Benjamin Moukandjo, le Camerounais, est en embuscade, 14e minute, un partout. On se dit à ce moment-là que les Nîmois vont imprégner eh bien, de leurs pattes cette rencontre. Il va en être tout autrement. Tout à fait. Tout à fait. On revoit Moukandjo ici. Très opportuniste. Avec Florival effectivement et Rudy Haddad qui était inarrêtable ce soir. Directement téléguidé ce ballon sur le front, sur la tête de Boengo qui finit comme le premier but, celui de Haddad. Dans le même angle. Dans le même angle, dans le même endroit. Il y avait vraiment des petites toiles d'araignée là à un moment. Elles sont désormais bien parties. À la mi-temps, 2-1 pour Châteauroux. Ça n'est pas volé. Et on va voir une équipe de Châteauroux qui va fort bien défendre et qui va utiliser ses contre-attaques très bien. Ici à bon escient avec Titi Boengo qui rate le cadre, mais il va savoir se racheter, le capitaine d'origine angolaise, parce que là, même si le but était grand ouvert, il avait l'opportunité du 3-1. Ça n'est que partie remise. Moukandjo avec Cavalli, on se montre omniprésent devant les buts de Deneuve avec ce joli geste ici de Boli. On va se heurter à Gaëtan Deneuve tout au long de cette rencontre pour sa 5e titularisation en l'absence de Fernandez. Il aura fait un bon match, il aura été présent dans les moments clés, dans les moments coup près. Et ici encore une nouvelle contre-attaque avec Constant qui prend tout son temps et qui offre ce but à Boengo. 3-1. À ce moment-là, Bernard Pardon, on se dit que c'est sans doute terminé parce que depuis un moment, Nîmes n'a pas trouvé la solution, s'est heurté à Deneuve de manière trop répétitive et en plus, en toute fin de rencontre, Tristan Lahaye rentre en jeu, il vient de rentrer et là le superbe travail de Rudy Haddad, l'extérieur. Formidable. Dans la construction, c'est peut-être le plus beau but de cette soirée. Lahaye qui enroule, 4-1, ça offre à Châteauroux un peu d'air. Ils vont sortir de la zone rouge, ils vont sortir de la zone de relégation et ça offre un grand sourire à Jean-Pierre Papin. Et on aura plus d'images, plus d'infos, plus de réactions demain soir, bien sûr, dans Croco Hebdo, 21h, suivi du match. Un match très intéressant à suivre. Vous connaissez désormais le résultat, bien sûr, mais avec de très belles actions. On l'a vu du côté de Châteauroux, mais du côté aussi de Nîmes Olympique, bien sûr. Les Arlésiens, eux, de leur côté, étaient à Bastia, et ça s'est pas forcément tellement mieux passé. Arles-Avignon, chez les Bastiais, ça donne... Résumé, Nicolas Fabre. C'est dans un stade en construction et devant une centaine de personnes que Bastia recevait Arles-Avignon ce vendredi à Furiani pour la 28e journée du championnat de France de Ligue 2. Sébastien Piocel, capitaine arlésien, faisait son retour à Furiani. Lui qui a porté les couleurs de Bastia savait que ça allait être difficile car Bastia lutte pour son maintien en Ligue 2 quand les Arlésiens restent sur une bonne série à l'extérieur et se verraient bien revenir avec un point. Mais ce sont des Bastiais omniprésents dans tous les domaines qui allaient finalement imposer leur jeu. Et c'est sur un long dégagement d'Agostini, le gardien remplaçant de Novaes, l'ancien portier arlésien, que Pentecôte va tromper à la 13e minute la défense et Cyril Merville pour l'ouverture du score 1-0 pour Bastia. Les hommes de Michel Estévan vont se procurer quelques occasions, mais sans grande conviction. La plus dangereuse viendra sur un corner rentrant d'Ayou, bien sorti sur la ligne par Agostini. « 53e minute, Pentecôte, encore lui, va être à la conclusion d'un bon mouvement collectif pour son doublé 2-0. Le ballon qui va passer sous la main de Cyril Merville et effleurer le poteau arlésien 2-0.
66e minute, Pierre-Yves André est au départ de l'action qui va mettre une nouvelle fois toute la défense arlésienne à revers pour venir mettre le 3e but de la soirée, 3-0. Ce fut un match gagné pour Bastia, mais sans la manière. Rendez-vous dans ACA Hebdo pour plus d'infos. Le rendez-vous est pris. On regarde ce que ça donne au niveau des résultats. Il reste un match à jouer ce soir avec le déplacement des Nantais à Metz. Des scores intéressants. La victoire donc de Bastia face à Arles-Avignon, la victoire à l'extérieur d'Ajaccio à Brest. Le Dauphin brestois qui marque le pas en ce moment avec des hauts et des bas. Dijon l'emporte face à Guingamp, match nul d'Angers, Istres. Sedan, prochain adversaire des Crocos, est allé l'emporter à Tours. Et puis Caen, le leader, déroule avec cette victoire face à Clermont. 4-0 également, Laval face au Havre. Voilà, on a perdu l'image, on l'a retrouvée. On regarde ce que ça donne au niveau des classements. Avec les Nîmois qui devront donc patienter pour les 3 points du maintien. 41 points, ils glissent à la 6e place, même s'ils restent 4e en nombre de points. C'est au goal average. On sait que les Nîmois ont un goal average négatif. Les Arlésiens sont un petit peu plus loin qu'en 55 points, décidément, avec 10 points d'avance sur Metz, peut-être 7 ce soir, mais en tout cas 14 d'avance sur Laval. Caen est pratiquement en Ligue 1 pour Istres et Bastia. On peut encore espérer, mais ce sera vraiment très compliqué. Je ne sais pas si on a le prochain match. Voilà, et bien vous voyez la 29e journée, on a même anticipé ça, bravo, on s'améliore à Télémiroir avec donc la réception de Laval, les frères ennemis montés du National la saison dernière par Arles-Avignon, et puis le déplacement de Nîmes à Sedan. Sedan, attention, on reste sur une série d'excellents résultats, ce ne sera pas facile d'aller chercher des points dans les Ardennes. Voilà pour le foot, on va marquer une première pause dans ce miroir des sports. On va se retrouver ensuite pour parler, bien sûr, lutte, notamment handball également, mais de la lutte d'abord. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010 au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante: Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Miroir des sports, deuxième partie. Un invité nous a rejoint, Olivier Gibelin, président du HBCN. Ça va, Olivier? Bonsoir, ça va. On se retrouve pour l'autre partie pour parler des filles du HBCN. En ce moment, peut-être des choses à dire. Pas à redire, hein, j'ai pas dit ça. Hein. Non. On va enchaîner avec Moustapha Dib, conseiller technique régional, je l'ai dit tout à l'heure, et animateur de Nîmes Lutte. Animateur. Entraîneur. En fait, j'ai joué une mission de mettre en place des dirigeants bénévoles pour les former, pour lancer la dynamique. Et effectivement, mon but, c'est pas de rester, c'est de les laisser les mettre en pratique. Et on va découvrir quelques facettes de Moustapha, notamment à travers le témoignage de quelques jeunes devenus un petit peu moins jeunes, qui ont fait leur parcours de très très grands champions. Ce seront des réactions tout à l'heure. Mais d'abord, on va revenir sur le club Nîmes Lutte. Nous sommes venus à votre rencontre. C'était jeudi soir dernier. Comment ça se passe quand Moustapha est... Alors comment on dit? C'est pas le tatami chez vous? Le tapis de lutte. Le tapis de lutte, voilà. Non, le reportage, il n'y est pas. Voilà, évidemment, merci les gars, bravo. Jusqu'à présent, ça avait marché comme sur des roulettes. Hein.
Voilà, allez, alors on va écouter tout de suite, je crois que c'est l'image que l'on voit derrière, la réaction de deux frères que vous connaissez, si vous avez suivi notamment les Jeux Olympiques de Pékin, c'est ça? Oui. Ce sont les frères Guénaud, Steve et Christophe. Alors Steve, il est champion olympique, oui, et Christophe, il est médaillé de bronze. C'était pas dans la même catégorie, hein? Non. 66 kg et 74 kg. Alors ils étaient tous les deux là pour présenter leur sport dans le cadre de la deuxième coupe littorale méditerranéen que vous organisiez, c'était samedi au gymnase Camargue. Camargue, voilà, et non pas au Parnasse comme je l'ai annoncé précédemment. Allez, c'est parti pour ces deux interviews au micro de Nicolas Pachy. On est venu par le biais d'un organisateur, c'est Mustapha Dib. Et en fait, moi c'était mon entraîneur avant, sélectionneur en junior. Et donc c'est un ami à nous. Même toi, tu as été lutteur avec lui, tu luttais contre lui, non? Ouais, exactement, ouais. Et en fait, on est venu pour un peu voir un peu les jeunes, voilà, promouvoir un petit peu la discipline, etc. Ouais, c'est vrai que après les Jeux, il y a eu quand même un bon impact médiatique, on va dire, sur la lutte. Et après, on a continué on continue toujours à faire une petite tournée comme ça dans les régions, dans les clubs. C'est quand même un sport qui n'est pas très médiatisé, donc il faut se bouger, quoi. Il faut essayer de faire au mieux et d'être présent au maximum, parce qu'on est un petit peu les ambassadeurs de la lutte maintenant, donc il faut qu'on joue le jeu aussi, quoi. Ouais, ça bouge pas mal. C'est un club quand même qui est assez récent, comme le tournoi. Bon, c'est la première fois qu'il s'organise. On espère que dans les années à venir, il y aura un peu plus de monde, un peu plus d'étrangers. Le championnat d'Europe, c'est mi-avril, donc dans un mois. Et pour l'instant, moi je suis un petit peu blessé à la cheville. Et Christophe, il est un peu dans les cours là. J'ai repris mes études, moi je prépare un concours, donc moi je prépare les championnats du monde en fait au mois de septembre. Je connais Mousse depuis que je suis cadet, parce que c'était un de mes sélectionneurs étant cadet. Et donc voilà, ça fait des années qu'on se connaît. Et puis voilà, quand il m'a demandé d'être parrain de l'événement, j'ai dit oui tout de suite, quoi, parce que voilà, c'est au-delà d'avoir été un de mes entraîneurs, c'est aussi un ami. C'est un petit peu à côté à Pékin, parce qu'une 5e place au pied du podium, ça fait mal, mais bon, voilà, après j'ai déjà deux Jeux Olympiques derrière moi, donc voilà, après maintenant il faut arrêter d'essayer, et puis voilà, il faut ramener la médaille, quoi que coûte. Et puis alors, c'est ce qu'on vit, c'est la médaille d'or, donc ouais, on travaille pour ça en tout cas. Et de nouvelles médailles peut-être à Londres en 2012. Bel hommage de vos copains là, hein. C'est Mélo, hein, son surnom, Mélanie Noumonvi, dit Mélo. C'est vrai que c'est plus facile, hein, Mélo. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous nous avez organisé ce week-end? On va voir des images. Donc, c'était la deuxième coupe littorale Méditerranée 1, ça veut dire? Alors, ça veut dire, le but c'est d'organiser une rencontre d'envergure internationale, et plus précisément sur le plan méditerranéen. Bien évidemment, on ne démarre pas une rencontre, un grand événement sportif comme ça du jour au lendemain. Donc, le but, c'était d'inviter toutes les filières de haut niveau, le parcours d'excellence sportive. Donc, il y a évidemment à peu près 120 lutteurs, de minimes dans le cadre de l'identification des jeunes potentiels, ouais. Cadets, juniors, équipe nationale et cadets. Et ensuite, juniors, seniors, ils luttaient ensemble pour permettre d'avoir des matchs de qualité, de haut niveau et ouverts sur les élites régionales. C'est-à-dire, là, on avait vraiment le parcours d'excellence sportive en lutte gréco-romaine. Le but, ce n'était pas d'avoir 300, 400 lutteurs, puisque c'était sur invitation. Et en tant qu'entraîneur et responsable des filières de jeunes au niveau de la Fédération française de lutte, je me suis permis de faire un travail qualitatif et d'inviter que les pôles de haut niveau, donc Forum-E, le pôle France-Besançon, spécialisé en lutte gréco-romaine, le pôle olympique INSEP et bien entendu nos champions pour qu'ils puissent les rencontrer, puisque souvent aussi les jeunes, les minimes ou les jeunes des pôles, ils n'ont pas forcément accès à nos champions. Donc il y avait une grosse opération de communication et surtout une intervention technique et tactique de nos champions. Et opération réussie, puisqu'il y avait du monde à Camargue et puis de beaux lutteurs. On voit quelques beaux échanges là. Et alors la lutte, pour moi, c'est plus mystérieux que le judo. Excusez-moi, cher Mustapha. Est-ce que la greffe prend ici, ou reprend à Nîmes, parce qu'il y a eu déjà de la lutte de très haut niveau ici?
Complètement. Depuis que je suis arrivé en poste ici en septembre 2008 sur des missions d'agent de développement, puisque ça fait partie de mes missions en tant que conseiller technique régional et sportif de lutte. Donc c'était de créer une dynamique et évidemment ça a un intérêt, ces événements, c'est de mettre en avant des dirigeants bénévoles, de les récompenser, de leur ramener les champions et évidemment de communiquer pour notre discipline. Christophe l'a dit tout à l'heure, effectivement, on reste des parents pauvres du sport médiatique. Donc rester confidentiel jusqu'aux Jeux Olympiques, mais c'est tous les 4 ans où effectivement il y a quand même régulièrement des Français qui se mettent en valeur. On a cette chance à chaque Jeux Olympiques, on est présent, on a des médailles. Donc on parle de nous, entre autres les frangins Guénaud. Bon, c'est une très belle histoire puisque première médaille d'or française, peut-être c'est lui qui a créé le déclic. Non, j'abuse un peu, mais en gros. Mais voilà, on a cette chance-là et l'intérêt d'un tel événement, c'est de parler de la lutte et de démontrer, parce qu'on nous attend aussi, on n'allait pas nous permettre d'organiser des gros événements comme ça avec le soutien des collectivités locales, c'est qu'on soit capable de prouver. Donc là, on a déjà prouvé. Il faut prouver. Voilà, complètement. Allez, on regarde ce reportage que l'on a retrouvé avec Moustapha Adib. Donc, ses multiples casquettes, on l'a compris, entraîneur des jeunes au niveau national, conseiller technique régional, mais également développeur, défricheur sur le terrain ici à Nîmes. Le club Nîmes Lutte rencontre avec Alain Bello. Nîmes Lutte, relancé il y a 2 ans. Aujourd'hui, 77 adhérents pratiquent ce sport. Jeunes et moins jeunes se donnent rendez-vous au Stade des Costières dans la salle des arts martiaux. C'est une salle municipale qui est mise à disposition du club de Nîmes Lutte, qui accueille tous les publics, avec un projet assez important sur un plan éducatif et sportif, et où on pratique la lutte loisir et la lutte dans le cadre de l'accession à haut niveau. La lutte, bon, est une activité très intéressante sur le plan de développement moteur, défoulement, on se fait plaisir, très riche, très complet. Et pour, je dirais, permettre à un public même âgé, quel que soit l'âge, comme on dit, on peut faire de la lutte de 7 à 77 ans. La vidéo est utilisée afin de sensibiliser et initier les jeunes lutteurs aux techniques de lutte. Cette pratique audiovisuelle permet de suivre un cursus d'entraînement. Les jeunes avec qui on travaille, c'est un public lutte jeune. Mais très rapidement, on va engager des lutteurs au niveau interrégional, puis championnat de France, pour ensuite intégrer un petit peu nos centres de haut niveau, puisqu'on a une section sportive qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions, qui est Font-Romeu, et ensuite intégrer ce fameux PES, qui est anciennement les filières de haut niveau, et qui s'appelle le parcours d'excellence sportive. Comme beaucoup de sports de combat, les couleurs sont de rigueur. Il y a des jeunes qui ont des tenues spécifiques à l'entraînement de lutte. Il en existe d'autres, bien entendu, pour la compétition. Les niveaux de maîtrise, sur les manches blanches, c'est le débutant. Et ensuite, jaune, orange, verte, bleu, marron et noir, plus haut niveau, avec un niveau de progression. Et comme dans le judo ou le karaté, des couleurs qui permettent aux jeunes de progresser. Si vous désirez apprendre la lutte pour le plaisir ou pour la compétition, le club vous accueille mardi et jeudi à 18 h au Stade des Costières. Avec Robin Viguet également, jeune stagiaire en audiovisuel lui, mais peut-être qu'il va se mettre à la lutte. Ça marche le recrutement, on a vu déjà 77 adhérents. Complètement, ouais, ça a bien pris. Alors effectivement, il y a beaucoup de bouche à oreille et aussi des actions un peu d'animation, de découverte, puisqu'il y a beaucoup de personnes ou d'enfants qui ne connaissent pas l'activité lutte. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans les programmes scolaires et très souvent, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas qu'il y a un club de lutte à Nîmes. Entre autres, on a une jeune fille, Manon, qui est rentrée au pôle de Font-Romeu, qui est d'Alès et qui souhaitait faire de la lutte. Et, on a trouvé une fille très intéressante qui est, ensuite, on l'a fait intégrer le pôle de Font-Romeu. Donc, elle fait Alès, Nîmes pour venir s'entraîner. Aujourd'hui, elle est aux Anges puisqu'elle... Elle fait Alès, Nîmes, Font-Romeu. Voilà, exactement. Elle a retrouvé la montagne. Merci beaucoup, Moustapha. Il faudra revenir nous voir. Et on va suivre la lutte, c'est promis, le plus régulièrement possible. Il y a un autre sport qui, lui, est peut-être plus connu, plus couru. C'est le tennis de table et qui marche plutôt pas mal ici à Nîmes avec la SPCN qui joue, rien que ça, la montée en Pro B.
la montée en Pro B avec depuis janvier 2010 que des victoires. On va regarder en images les images faites par... Oui, les images faites par Nicolas Pinchino. On va lancer ces images-là, voilà, ça va m'aider, pour vous expliquer la situation de la SPCN qui jouait samedi un match, la 11e journée, et dimanche un autre match en retard. Donc les matchs s'enchaînent et les matchs se ressemblent puisque à chaque fois ce sont des victoires. Je ne sais pas s'il y a les images, les gars, si vous pouvez... non, alors les images, on ne les trouve pas. Je vais vous raconter la même chose ou autre chose. Non, allez, j'essaye de retrouver mon sérieux. Donc, nous avions Florent Abouda qui devait nous rejoindre, mais il est coincé à Sommières parce qu'il y a des problèmes de fuite de gaz, apparemment, à Sommières. On est en train d'essayer de se renseigner. La SPCN recevait Angoulême samedi soir avec une belle victoire, 11-2. Et puis, ils ont enchaîné dimanche avec la réception de Bordeaux. Ça, c'était un match en retard, évidemment, avec la météo de ces dernières semaines, les week-ends, ça a été pas facile. Nouvelle victoire 11-9, notamment grâce au jeune prodige Antoine Achard, vous savez, qui est encore junior et qui fait partie de l'équipe de France des jeunes. Donc, ces 2 victoires permettent à la SPCN de rester en lice pour la suite. Il y aura un match le 10 avril, ce sera à Nîmes, la réception de Je cherche Fréjus, voilà, Fréjus qui lui aussi est invaincu dans ce championnat 2010. Et c'est là qu'il faudra aller chercher la victoire. Si on retrouve les images, c'est pas plus mal. Si on ne les retrouve pas, tant pis. Et à ce moment-là, on va marquer une pause et on les retrouvera peut-être tout à l'heure, messieurs. 3, 2, 1, 4, 3, décidez-vous. Les images. Allez, pub, c'est parti, on se retrouve dans un instant. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. Kinépolis et de Metropolitan Opera présentent l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Miroir des sports, 3e partie. Désolé pour le tennis de table, on retrouvera les images pour une autre fois. Et puis on ira voir ce fameux dernier match face à Fréjus handball avec toujours nos 2 invités, la lutte et le hand. Olivier Gébelin qui s'est dépêché de nous rejoindre sur ce plateau. Il y avait vendredi soir, au Parnasse, cette fois, je ne me trompe pas, la dernière journée de la saison régulière. Attention, ça a changé, on vous en a déjà parlé ici à Télémiroir cette année. Le championnat se joue un peu comme le basket aux États-Unis, ou comme le rugby en France. Il y a une saison régulière et puis on rebat les cartes pour la fin de la saison. Donc il s'agit d'être dans les 6 premiers, dans les 6 équipes premières, pour pouvoir prétendre être championne de France. Même l'équipe arrivée 6e peut, hop, sur un coup, non pas de baguette magique, mais d'envie, se retrouver championne de France. Les Nîmoises pouvaient finir sur les 2 premières places qui leur auraient permis de sauter un tour. Voilà. C'est ça. Bon, ben ça, vous avez compris, c'est raté depuis quelques semaines maintenant. Elles auraient pu finir 3e, ce qui aurait permis de prendre la 6e. C'est ça. C'était accessible, ça, hein, c'était largement faisable. Bon, ben, c'est raté, et encore plus raté depuis vendredi soir. Les Nîmoises seront donc 4e. Elles recevaient Arvor. Arvor, c'est l'avant-dernière de ce championnat. Arvor qui n'avait plus rien à espérer.
Si, qui craignait la relégation peut-être. Qui craignait la dernière place. Qui craignait la dernière place, synonyme de relégation. En tout cas, les Bretonnes avaient de l'énergie à revendre, plus peut-être que les filles de Manuela. Il y résumé avec Nicolas Pachido. Après 3 matchs, 3 défaites, les filles du HBCN ne rentrent pas dans les phases finales avec la meilleure dynamique. Pourtant, vendredi dernier, avec la réception d'Arvor, avant-dernière du classement, Delphine Cara et ses coéquipières pouvaient effacer les 2 défaites précédentes contre Millos et Fleury. Reprendre la 3e place du classement et trouver une bonne dynamique avant les playoffs. Mais cette 18e et dernière journée de championnat n'aura pas réussi aux Nîmoises. Ce groupe, qui a remporté la Coupe d'Europe, arrive à la fin d'une histoire et les annonces de départ pèsent peut-être aussi sur le mental du collectif. La première mi-temps sera donc à l'avantage des Brestoises, 14-17 à la pause. De retour sur le terrain, les protégés de Manuela Illy resserrent la défense. Ça joue mieux, Linda Hansen signe 17 arrêts, les Nîmoises repassent devant. Mais voilà, si la technique et le physique y sont, cela ne fait pas tout, le mental compte pour beaucoup. N'ayant rien à perdre de son côté, Arvor fait son match et s'impose 25-23 au Parnasse. Un coup au moral pour les Nîmoises qui vont devoir retrouver le chemin de la gagne rapidement avant les quarts de finale des playoffs. Elles sont allées chercher la victoire et nous on n'est pas capable de répondre présent. On fait une deuxième mi-temps où nos arrières, 0 but, enfin à part Madi qui met 2 buts quoi. Donc de la base arrière, on ne peut pas gagner un match de handball en mettant 0 but sur la base arrière, c'est pas possible. Ouais, on est dans une mauvaise période, c'est un petit peu compliqué au niveau de la dynamique et on subit, on n'est pas conquérant et forcément on le paye à un moment donné cash quoi, voilà. On va dire que pour l'instant c'est la spirale, après ça va revenir et on va retrouver la force pour gagner les autres matchs. Ça se passe bien l'entraînement, mais en match c'est pas le cas, donc ça sert à rien que ça se passe bien l'entraînement quoi. Donc il va falloir vraiment qu'on réagisse parce qu'il y a les quarts de finale de play-off qui nous attendent et si on fait un mauvais résultat, la saison sera presque gâchée. Voilà. Mais déjà, on a une semaine pour se remettre parce que depuis 3 semaines, on cherche des solutions. C'est vrai qu'avoir 0 but en deuxième mi-temps de la base arrière, en sachant qu'elles ont eu quand même une défense aplatie, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que peut-être dans les têtes, ça commence à peser. Ces 2 nos matchs qu'on a fait contre Millos et Fleury, qu'on n'a pas assez la maturité pour dépasser cette période où tout le monde en parle, de qui part, qui reste. Et c'est peut-être ça aussi qui a joué dans le score de ce soir. Je ne me détache pas de mon équipe ce soir parce qu'on a perdu tous ensemble, on va assumer nos responsabilités pour la suite et j'espère bien qu'on va montrer un autre visage dans 2 semaines. Président, on finit sur cette belle image entre Fanny Bosque et Delphine Cara. Mais on a bien écouté également les propos, mais c'est un petit peu les mêmes qu'on a entendus sur les matchs précédents. On va parler entre nous, on va se revoir. Et puis au final, pour l'instant, ça enchaîne les défaites. On ne peut jamais se satisfaire de défaites et il ne faut surtout pas les relativiser à l'excès. Mais bon, vous avez terminé ce reportage sur quelques images qui montrent quand même qu'il y a de la valeur technique, qu'il y a de l'engagement. En deuxième mi-temps, on prend 8 buts. Bon, malheureusement, on prend 2 buts dans les 2 dernières minutes au moment où il ne fallait pas. Mais les filles avaient vraiment au courage fait le nécessaire pour mettre cette attaque en difficulté qui comporte une des meilleures buteuses du championnat, même s'ils sont en avant-dernière place. Bon, Arvor en plus était venu avec un contexte de belliqueux, ils avaient vraiment envie de nous battre par rapport à l'horaire du match parce que malheureusement pour que tous les sportifs puissent voir à la fois le HBCN et Nîmes Olympique et le judo le lendemain, on a été obligé de jouer le vendredi à 18h. Le match au vendredi, de faire le match à 18h. Il y a eu un gros travail sur tapis vert fait de téléphone avant pour nous faire changer d'horaire. Donc du coup, les Bretons étaient remontés. Donc les Bretons ont été remontés et puis bon, les Bretons remontés, quelquefois ils soufflent le vent de la tempête. Donc ce que je retiens moi surtout, c'est que les filles ont conscience de leurs problèmes.
Et ça, c'est quand même important. Et encore une fois, ce groupe est sain. Je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas aujourd'hui les résultats, les filles se posent des questions, mais il n'y a pas de problème dans le groupe. Les filles sont bien entre elles, les entraîneurs sont bien avec les filles. Donc les filles se sont fixées un objectif collectif au début de l'année, de remporter un titre. Elles sont toujours en course pour remporter ce titre. Et donc, bon, elles n'ont pas pris le meilleur chemin pour y arriver, peut-être, mais on ne sait pas quel était le meilleur chemin. Il vaut mieux, cela dit, avoir son moment au creux maintenant que dans quelques semaines, il vaut mieux l'avoir maintenant que dans 15 jours, ça c'est évident, ou dans un mois. Tout de même, ne nous racontons pas d'histoire. Ces départs prévus de certaines joueuses, peut-être vous pouvez nous donner quelques noms. Il y a eu une arrivée déjà annoncée, celle d'une gardienne. Oui. Ça veut dire le départ d'une des deux gardiennes? Oui, ça veut dire le départ des deux gardiennes. Bon, ça, on savait qu'on était sur une fin de cycle, hein, en renouvelant la saison. Bon, on a peut-être pas anticipé que certaines joueuses décideraient d'arrêter leur carrière purement et simplement sur cette raison. On a pensé qu'elle resterait encore un an ou deux de plus. Donc qui arrête? Donc Yeni a annoncé qu'elle arrêtait. Nathalie Macra a fait savoir qu'elle était qu'elle avait quand même décidé d'arrêter. Après sont en fin de nos deux gardiennes, donc nous a annoncé leur départ. Linda et sa sœur pour des raisons plus familiales que sportives, parce qu'elles sont vraiment très bien à Nîmes, et vraiment on les regrettera parce que de Norvégiennes, hein. De Norvégiennes, oui. Qui sont mariées avec les maris en Norvège. Qui sont mariées et toutes les deux, et leurs maris sont en Norvège, donc effectivement c'est un peu compliqué. Donc ils doivent faire des soirées norvégiennes là-bas avec de l'omelette en regardant les filles sur Télémiroir. Il y a surtout que malheureusement elles traversent une épreuve familiale difficile avec le papa qui est malade, et donc elles veulent se retourner auprès dans leur famille. Donc on a nos deux gardiennes qui s'en vont, mais on a fait signer une gardienne qui est connue des Nîmoises, puisqu'elle a joué l'an dernier la finale de la Challenge Cup contre nous. C'est, je dirais, j'aime pas faire des comparaisons, mais c'est un peu le profil de Niki Uba quand elle est arrivée il y a 4 ans à Nîmes. C'est le même âge, c'est une joueuse croate, allemande, enfin qui a joué en Allemagne mais qui est croate, qui vient du Danemark dans un club qui jouait en Champions League, donc un club très expérimenté au niveau européen. On compte sur elle pour nous apporter son expérience malgré toute sa jeunesse. Et on est en train de constituer le groupe de l'an prochain. Je ne suis pas inquiet sur le groupe de l'an prochain. Alors, les départs, les arrivées, il y a le feuilleton qui est commencé de Julie Goyorani, qui nous a dit sur ce plateau il y a quelques semaines que ce n'était pas du tout prévu qu'elle aille à Metz pour l'instant, mais que ce n'était pas exclu qu'elle change de club l'année prochaine. Où est-ce que vous en êtes de tout ça? Alors ça a été annoncé, hein. Julie a annoncé qu'elle partirait donc au Danemark. Elle était d'ailleurs ce week-end là-bas pour faire des essais, comme nous avons fait venir la gardienne croate pour la passer chez le médecin et voir si elle était donc apte à faire la pratique de haut niveau. Donc elle est allée là-bas pour les mêmes raisons. Elle rentre demain matin, donc on en saura plus demain. Bon, c'est sûr que une fille comme Julie, on peut comprendre qu'elle est attirée par qui est attirée par le haut niveau. Le Danemark qui lui propose un contrat, on comprend qu'elle y aille. Même si on a un petit pincement au cœur, on est à la fois heureux de voir qu'une fille qui a vécu tout son handball dans notre région et qui est arrivée à ce niveau, elle est encore sélectionnée pour le prochain France-Autriche avec l'équipe de France. Donc à 20 ans, arriver à ce niveau par le biais de la formation nîmoise, on est heureux. Pour nous et pour elle. On est un peu déçus qu'elle parte aussitôt, mais bon, elle reviendra peut-être comme Camille Aiglon, qui normalement... Alors justement, ça c'est l'autre feuilleton, mais celui-là il revient chaque été. Camille Aiglon? Camille Aiglon, c'est pas fait entre les... J'ai pas le contrat entre les mains aujourd'hui, mais on peut dire que c'est fait aujourd'hui. Elle l'a annoncé à son club, elle l'a annoncé à ses copines, elle nous l'a annoncé... vous l'annoncez aux téléspectateurs de Télémiroir, voilà. On le redira tout à l'heure au journal. Donc Camille Aiglon sera nîmoise pour la saison prochaine. Normalement, oui. Normalement, oui. D'autres départs, d'autres arrivées peut-être? Alors d'autres arrivées, vous connaissez ma prudence légendaire. Donc pour le moment, on ne va pas parler des arrivées. On va quand même parler du centre de formation. Des jeunes qui sont dans l'équipe du centre de formation et qui vont prendre un peu plus de place dans l'équipe 1 de l'an prochain, parce que c'est quand même un des objectifs fondamentaux du club.
Et aujourd'hui, des Blandine Dansette, Delphine Cara ou Julie Goyorani sont... La moitié, voire plus de la moitié, voilà, hein, de l'équipe première actuelle est constituée de jeunes issus de la formation locale. Formation locale, oui, tout à fait. Donc ça, ces filles-là vont intégrer, vont prendre un peu plus de grade dans l'équipe première. D'accord, bon, enfin, on se doute que notre très cher Olivier, il a quelques pistes également au niveau national ou international. Voilà. Pour rester au plus haut niveau. L'objectif, c'est d'arriver à réussir ce bon mariage. D'autres départs, pour le moment, non. D'accord, on en prend bien note. Allez, tiens, on regarde les résultats. Il y avait une autre équipe à suivre, mais le résultat était largement prévisible. C'était l'équipe de Mios, donc qui au final va sauter Nîmes et se retrouver sur la... Non, ça c'est la D2. Je pense qu'il doit y avoir la D1. Voilà, l'information doit circuler. Voilà, merci. Le Havre 27-25, ça c'était prévisible. Metz également qui l'emporte à Toulouse. Toulon qui l'emporte face à Angoulême. Et Nîmes, vous avez vu les images. On passe sur le classement. Alors, quel classement a-t-on retenu? Celui-là, donc Nîmes est bien 4e. C'est parce que nous avons perdu contre Mios, hein, c'est ça? Alors, on est 3e au goal average général, mais comme on a perdu de 7 buts contre Mios, alors qu'on a gagné de 5 chez nous, on a moins 2 et on est donc 4e au goal average particulier. Voilà, donc Metz et Le Havre vont attendre au chaud que le choix se fasse entre Mios face à Dijon et Nîmes face à Toulon. Ces playoffs, ce sera les 27 et 28 mars et ensuite le 11 avril pour les demi-finales. Mais il y aura un match avant cela, ce sera le 24 mars prochain, c'est mercredi prochain, ce sera ici. Et ce sera au Parnasse. Au Parnasse, avec la réception du Havre. Attention, gros morceau pour le premier titre qu'aimerait bien aller chercher les Nîmoises, la Coupe de France. Le Havre, voilà, le Havre avec un esprit un peu de revanche dans l'air, parce que bon, on a fait match nul contre le Havre à Nîmes, mais sur un match qu'on a mené tout le temps et qu'on aurait pu gagner. Voilà. Et donc, c'est l'occasion de... bon, il y a mieux à faire. Voilà, une équipe du Havre qui va rentrer de Russie, qui va à Roscoff faire son match retour de Coupe d'Europe dimanche. Donc, on espère qu'elles auront aussi un peu de difficulté à gérer le déplacement. Allez, on enchaîne avec la D2 féminine rapidement avec les Bouillarguaises qui malheureusement sont allées perdre face à Octeville. Octeville qui est 3e au classement. C'est dommage parce que elle restait plutôt sur une bonne série, des matchs nuls et des victoires à domicile. Les Bouillarguaises, on regarde au classement, elles sont 12e. Attention, on descend à partir de la 11e place. Le prochain match, ce sera face à Plan de Cuc, 7e, et ce sera à Bouillargues le 27 mars prochain. Il y a une autre grosse info handball. Je pense que vous devez être au courant, cher Olivier. C'est depuis ce matin, donc la signature à l'USAM de Cédric Burdet. C'est pas n'importe qui, Cédric Burdet. 227 sélections, champion olympique, bien sûr. D'ailleurs, il s'était arrêté après la finale des Jeux Olympiques de Pékin. C'était en août 2008, 227 sélections et je ne sais combien de buts. Il y a eu 2 blessures importantes à l'USAM, Merlin Rosier à la main, Jérôme Perronneau à l'épaule, et ça permet donc de recruter ce joker dit médical. C'est un ancien collègue de Laurent Puisségur à Montpellier, puisqu'il y est resté de très nombreuses années et il y a accumulé les titres. Tiens, Montpellier qui est également qui a gagné la Coupe de la Ligue ce dimanche. Voilà, mais en passant pour changer, voilà, c'est pas forcément très rigolo tout ça. 35 ans quand même, Cédric Burdet. C'est une excellente nouvelle pour il aura gardé toutes ses qualités, on en est certain. Allez, rapidement avec du basket. Elles ont perdu les filles du BCPN. Elles ont perdu à la maison, c'est leur première défaite à domicile face à Nice, 56-87, voilà, au milieu de ce classement, de ce tableau. Et au classement, elles perdent une petite place, elles repassent à la 6e. Mais bon, c'est plutôt globalement une bonne saison et je crois qu'on doit avoir le classement du rugby avec le RCNG qui est allé l'emporter à Saint-Jean-en-Royan. Les Nîmois qui restent 4e malgré cette victoire et le point du bonus. Merci à tous les deux d'être restés avec nous et de nous avoir parlé de vos sports respectifs. Je me dépêche, on a beaucoup de politique et beaucoup de trucs à vous raconter dans le journal tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est la météo. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce miroir des sports.